c'est quand même mieux pour commencer les bretelles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo sur cette chaîne. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de changer un peu de format en fait, sortir un peu des sentiers battus on va dire, et faire ce genre de format de vidéo afin d'illustrer un peu plus simplement l'histoire du jeu vidéo, l'histoire de diverses entreprises, enfin que ce soit plus ou moins rapproché du jeu vidéo, en fait les entreprises que j'ai envie de parler, les personnalités que j'ai envie de parler, voilà les licences aussi j'ai envie de parler. Et pour commencer j'avais envie de parler de l'un des plus grands événements de l'histoire du jeu vidéo, celle qui l'a défini tel que l'on connaît aujourd'hui d'ailleurs, le crash financier de 1983. Ça va être super intéressant, vous inquiétez pas. C'est pas parce que je parle de bourse financière que forcément ce sera chiant. Et bref, pour comprendre le crash financier, il faut remonter déjà aux années 70. Et à cette époque, Michael Jackson était encore noir, la jupe longue fait un tabac, et Michel Drucker était déjà vieux. Le jeu vidéo se porte bien grâce aux bornes d'arcade, avec bien sûr Donkey Kong, Space Invader, Pac-Man, mais surtout Pong par Atari, qui a lancé la mode des bornes d'arcade. Et ce sont surtout les chaînes de restaurants du genre Chuck E. Cheese ou les bars qui s'arrachent ces bornes, parce que c'est évident, si les gosses restent, les parents restent. Mais oui, c'est clair. Donc avant on pouvait parler de Maniavox avec sa Odyssey en 72, mais on va se concentrer justement sur Atari. Donc l'entreprise s'est lancée sur le secteur des consoles de salon en 75 avec une édition de salon de son célèbre jeu Pong. Et il faut savoir un truc, à la fin des années 70, à cette période, Atari, c'est les rois du monde. Il y a un peu de concurrence en Asie, mais sinon, les rois du jeu vidéo, c'est eux, c'est personne d'autre. Maintenant, on a Nintendo, on a Sony, on a Xbox, ils sont les trois grosses pompes vidéoludiques. Avant, c'était Atari, point barre. Et je précise, voilà, que leur fameuse console de salon Pong, il y avait un seul jeu, Pong. Voilà, c'est pas les cartouches à changer comme ça. Non, il y a qu'un seul jeu, Pong. Avec un gameplay, on va dire dynamique pour l'époque. Bref, avec ce succès, tout le monde se lance dans la course des consoles de salon et à tel point que le journaliste William Oduro va recenser en 77 pas moins de 744 modèles de consoles différentes. Ça fait beaucoup là, non? Et fournissant pour la majorité d'entre elles quelques variantes du jeu Pong. Ça atteint même l'Europe, mais l'Asie s'était déjà installée depuis un moment avec des consoles à bas prix. Donc voilà, à cette période, tout le monde a bien compris que le jeu vidéo c'était un nouvel Eldorado, que les entreprises inondent sur le marché en privilégiant la quantité sur la qualité. Bref, dès qu'un jeu marchait, on copiait immédiatement le concept, donc c'est comme ça qu'on a eu beaucoup de variations de casse-briques, de Space Invader. La mentalité, c'était espérer que le montant des gains serait proportionnel à la quantité de jeux produits. Mais ce que les entreprises ne savaient pas à ce moment-là, c'est que le public commençait à se lasser de cette abondance de jeux en fait. J'en ai plein le cul. Et les médias, ça a pas aidé. Well, they come as if from outer space in a variety of weird guises. Defender, Pac-Man, asteroids. To fans, they represent a challenge. But to critics, as Terry Drinkwater reports, they are a menace. Heureusement que maintenant on apprend de nos erreurs et qu'on fait plus ce genre de bêtises. Et dans la même période, un film fera sensation en 82, E.T. l'extraterrestre. Sorti le 1er décembre 82 et c'est très simple, ce film est un raz-de-marée de succès. Ça a lancé la carrière de Drew Barrymore, Steven Spielberg a pu ouvrir sa boîte de prod grâce à ce film. Le film est dans le top 10 des 50 films à voir par le British Film Institute, c'est-à-dire des films qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Le film a coûté 10 500 000 $ et on a rapporté pas moins de 800 millions de l'époque. Ce qui fait qu'avec l'inflation d'aujourd'hui, ça rapporterait au moins presque 3 milliards de $. Combien? Donc ouais, le film a bien marché quoi. D'ailleurs, si vous allez au parc Universal de Orlando, il y a même une attraction sur E.T. Voilà, est-ce que vous voulez de cette info Et qui dit succès d'un film pour enfants, dit évidemment merchandising. Des tas de produits dérivés sont sortis sur E.T. et notamment un jeu vidéo. Et vu que je parle d'eux, c'est bien évidemment Atari qui va réussir à obtenir les droits de adapter E.T. en jeu. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que les droits pour acheter E.T., les droits qu'a dépensé Atari à Universal pour juste arriver à faire un jeu sur E.T., ça leur a coûté 25 millions de $. Je rappelle que le film a coûté 10 millions de $. C'est-à-dire là, Universal, juste en vendant les droits, ils ont rentabilisé le film 2 fois. Et du coup, les dirigeants de Atari ont décidé de donner le projet à Howard Warshaw, qui était à l'époque un des meilleurs programmeurs de la boîte. Donc voilà, les dirigeants, ils sont allés le voir et ils lui ont dit « Hey Howard, comment tu vas, mon bro ?» Ah écoute, tu vas pas en croire tes oreilles, en fait, il s'avère qu'on vient tout juste d'acquérir les droits pour E.T., le film qui va sortir prochainement au cinéma. Un futur banger, t'inquiète. Et du coup, c'est toi qui as la responsabilité de faire le jeu. Allez, bon courage mon champion, t'as 6 semaines. Pardon? Et vous savez c'est quoi le pire? Il a rendu en 5 semaines. Alors on va un peu se concentrer du
pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que le jeu a demandé 6 semaines? Alors je sais très bien que beaucoup de gens, grâce au JDG, connaissent le légendaire jeu de merde E.T. sur Atari 2600, mais simplement pour moi de savoir pourquoi est-ce que ça a mis aussi peu de temps pour pouvoir faire un jeu. Et ben en fait la raison est très simple et pour la peine il faut remonter au début des années 82, le film n'était pas encore sorti, il était déjà prévu, etc. Voilà, tout était fait, les mecs ils savaient que ça allait être incroyable. Et bien en fait on peut blâmer ce mauvais jeu grâce déjà au retard des discussions qu'a entraîné les droits. Pour obtenir la licence E.T., Atari a déjà commencé les négociations début 82, dès qu'ils ont commencé à entendre parler de ce film, etc. Mais l'achat des droits et le début du projet a véritablement commencé le 27 juillet 82. Il s'est passé la moitié de l'année pour juste négocier les droits. Le film là, il sort dans moins de 6 mois. Donc le temps de faire aussi la livraison des composants pour les cartouches, la programmation, il y avait que 6 semaines pour le faire. Et Howard a été désigné pour le faire car de 1, c'était comme je le disais l'un des meilleurs programmeurs, et de 2, en fait personne ne voulait le faire en fait. T'imagines, t'es un programmeur, on te demande de faire un jeu en 6 semaines. Évidemment tu dis non. 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 Ah. C'est parce que j'habite à côté d'une base aérienne. Bon voilà, en gros, personne d'autre à part Howard voulait faire un jeu pareil. Un jeu pareil et surtout un jeu d'une telle importance en fait, parce que je rappelle que derrière, il y a Universal aussi. Mais voilà, impossible de revenir en arrière et de s'accorder un peu de temps supplémentaire parce que c'était le deal en fait, le jeu devait sortir en même temps que le film. Et côté marketing, c'était pas vraiment mieux que le développement, ce jeu était une catastrophe de bout en bout. En fait, Atari a fait une commande surréaliste, Steve Ross, l'ancien PDG de Atari, a exigé la production de 5 millions de cartouches sans aucune étude de marché. Et con lui, hein. C'est-à-dire que là les gars, ils avancent complètement à l'aveugle. Ils font une commande monumentale, ils ne savent même pas si les gens c'est ce qu'ils veulent en fait. Heureusement qu'on fait plus ce genre d'erreur maintenant. Et bref, le jeu finit par sortir dans les temps bien sûr sur Atari 2600 le 2 décembre 82, donc du coup le lendemain du film. Il fait à peu près 1 million de ventes et ça s'arrête brusquement car les gens se rendent compte c'est de la merde en fait. Ouah, c'est laid. Tu veux que je te dise, de la merde. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Et pour comprendre l'échec, en fait, il faut comprendre aussi le système économique de l'époque, et c'était du consumérisme. Je sais pas encore si on peut parler de ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était plutôt vénère. C'est très simple, il faut savoir qu'à l'époque, le jeu vidéo, ça se vendait dans les magasins de jouets, parce que c'était considéré comme un jouet. C'était pour les enfants, tout ça, les jouets, etc. Bon, bref. Imaginez, vous êtes propriétaire d'un magasin de jouets, et vous vous rendez compte qu'il y a un jouet qui se vend mal. Donc, tu appelles le fournisseur, évidemment, le fabricant de ce jouet, et tu lui dis « Ouais, salut Polo, écoute, il y a ton jouet là, ta merde là, elle se vend pas du tout en fait. » Donc, voilà ce qui va se passer. Tu vas venir avec tes camions, à tes frais bien sûr, et tu vas tout reprendre, tu vas me réexpédier d'autres produits de ton entreprise pour me remplir un peu les rayons, parce que des rayons vides, ça fait fuir les clients. Et s'il n'y a pas d'autres produits, en fait, ce qui se passe, c'est que le même jouet, qui fait un bid évidemment, en fait, il est encore réexpédié dans le magasin jusqu'à écoulement total des stocks. Voilà, si t'as pas de plan B, tu recommences encore à vendre le même jouet, etc. Il part, il revient, il part, il revient, voilà, c'est une boucle infinie. Et tout est à la charge de la société. Et c'est comme ça que l'entreprise, elle perd de l'argent, parce que s'il n'y a pas de plan B, et là, c'était typiquement ce qui est arrivé avec Atari, avec E.T. Ils étaient tellement sûrs que E.T. allait se vendre quoi qu'il arrive, qu'ils n'ont rien prévu en cas d'échec. Et c'est comme ça que Atari s'est retrouvé avec 4 millions d'unités et des millions de consoles de salon dans l'entrepôt qui ne se vendaient pas en fait. Donc les consoles et les jeux Atari étaient envoyés en rayon, ça se vendait pas, donc en gros ils étaient renvoyés encore dans l'entrepôt, et vu qu'il n'y avait rien de prévu, du coup ils devaient renvoyer encore ces mêmes jeux et ces mêmes consoles qui se vendaient toujours pas. C'est le serpent qui se mord la queue en fait. Et c'est comme ça que Atari a perdu des millions. Je le reprécise, tous les frais de transport étaient à leur charge, mais il fallait aussi verser de l'argent aux vendeurs de magasins, parce que s'il fait pas de chiffres, il faut lui verser un dédommagement. Oh non, défaite. Ah, grosse défaite. Et une autre raison de ce crash financier, c'est qu'en fait, Atari, il ne vérifiait rien. Peu importe le jeu qui sort et peu importe sa durée de vie, tant que ça sortait sur la Atari 2600, ça faisait de l'argent, donc il se posait pas de questions en fait. C'était la politique de Atari à l'époque, et c'était courant d'entendre dans leurs locaux, nous pouvons publier n'importe quoi, ça se vendra. C'est vraiment la phrase la plus capitaliste que j'ai entendue. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé sur la Atari 2600 avec pas mal de merde comme les cache-cache. C'est un jeu où il faut cacher son personnage et l'autre joueur doit le trouver. Il y a 4 tableaux et donc seulement 4 cachettes de disponibles. Durée de vie 1 minute. On s'éclate. Il y avait les fameuses copies de classiques dont je vous ai parlé plus tôt. Voilà, les mecs qui copient sans cesse les Space Invaders, les Pong, tout ça, les casse-briques. Forcément, bonjour l'originalité. Et bien sûr, les jeux porno. La baisse, putain. La baisse. Ah ouais, on pouvait se retrouver avec des jeux porno sur la Atari 2600 parce que ils vérifient rien, donc forcément, t'étonnes pas si un jour le gamin, il reçoit un jeu de cul. Fallait pas inverser les cadeaux pour le jeu du grand-père et le jeu du gamin à Noël. Et dernière raison, bien sûr, du crash financier.
boursier. Un jeu, avant, ça coûtait 35 $. Aujourd'hui, avec l'inflation, ça fait 110 $. Est-ce que vous imaginez acheter un jeu plus de 100 $ pour que ça dure une minute? Non. Bref, avec tout ce que je vous ai dit, là, les jeux de merde qui sortent sur l'Atari 2600, là, les jeux de cache-cache, les jeux avec une durée de vie de 30 secondes, les jeux de cul, les jeux de casse-briques qui se répètent sans cesse, et bien sûr, E.T., et ben en fait, Atari a fait une chute libre avec une perte de 536 millions de $ à la fin de l'année 83, et une légende urbaine veut que pendant une nuit, des camions sont sortis de l'entrepôt d'Atari à El Paso et se sont dirigés vers le désert du Nouveau-Mexique pour enterrer les cartouches et consoles invendues. Mais en 2014, une maison de prod faisant un docu sur le jeu E.T. a eu les droits pour faire des fouilles dans le désert et ils les ont trouvés. Ils ont retrouvé des centaines de cartouches et de consoles Atari invendues en creusant dans le désert. La légende, elle était vraie en fait. Bref, avec E.T., c'est vraiment la goutte de trop. Les clients ne font plus confiance aux éditeurs, arrêtent tout simplement d'acheter des jeux. Voilà, c'est la chute libre en bourse. Faut savoir que ça a commencé en 83, mais le public américain a vraiment ressenti les effets en 85. Donc en 83, la descente a commencé, et en 85, badaboum. Badaboum. Et en Europe, on a ressenti ça vraiment qu'en 87. Bref, à ce moment-là, en fait, plus personne ne voulait investir dans le jeu vidéo parce que tout le monde pensait que c'était mort, en fait. Ça y est, c'est fini. Les vendeurs de jouets, ils disaient juste que le jeu vidéo était mort, en fait. Voilà, c'est une mode qui est passée. D'ailleurs, lorsque E.T. a été terminé, Howard Warshaw, le programmeur là, qui a tout fait, eh ben, il a reçu de la part de Atari un salaire de 200 000 $ et un voyage tout frais payé à Hawaï. C'est peut-être Howard, au final, le grand gagnant de cette histoire. Mais comment ça s'est relevé, en fait? Eh bien, c'est très simple. Il y a une entreprise qui n'a pas vraiment été touchée par cette crise, Nintendo. Pourquoi, du coup? Eh bien, tout simplement... Alors, comme je le disais, Nintendo, en fait, eux, ils vérifient, ils font un test de qualité, voir ce qui sort, c'est pas n'importe quoi, est-ce que ça respecte au moins les codes. C'est pour ça, en fait, que sur les jeunesses, en fait, il y a un petit seal of quality qui précise que le jeu a bien été approuvé par Nintendo. Donc, ce qui fait que même si les techniques sont évidemment contournables, il s'avère qu'il y a moins de jeux de merde qui sortent. Et c'est surtout qu'en 85, Nintendo voulait sortir en Amérique... la NES. Mais le truc, c'est que à ce moment-là, les Américains, ils sont durement touchés par la crise vidéoludique. Les prix ont flambé, les entreprises ont fermé, tout ça. Les Japonais qui arrivent et les Américains, ils font ouais. Moyen, je vais pas tenter, moi tu sais, les jeux vidéo, c'est fini, tout ça. Et du coup, Nintendo va faire un véritable coup de génie. Ils vont pas vendre la NES, en fait, comme un jeu, ils vont la vendre comme un jouet, ce qui est complètement différent. Et pour justifier le fait que c'est un jouet, en fait, c'est là où Nintendo a eu deux véritables coups de génie. Déjà, ils ont refait leur NES. Au Japon, la NES n'a pas du tout cette forme-là, en fait, elle a l'allure d'un espèce de vaisseau spatial pour faire un peu le futur, tout ça. Mais pour s'adapter au marché occidental, Nintendo a transformé la NES pour que ça fasse une espèce de sorte de magnétoscope, en fait. On s'y perd pas, les réflexes sont encore là pour insérer la cartouche, et voilà. Et surtout, deuxième coup de génie de la part de Nintendo, en fait, ils ont pas vendu la NES comme un jeu, en fait, parce qu'ils savent par quoi ils sont touchés. La bourse s'est effondrée, donc du coup, quand on parle de jeux vidéo, c'est directement Satan. Et du coup, c'est pour ça que Nintendo, ils vont sortir avec la NES, le NES Zapper, pour faire passer la NES pour un jouet. Et ça, dans l'esprit du consommateur américain, c'est différent. Et pour faire en sorte que la pilule passe un peu mieux, on a sorti sur le sol américain le fameux Duck Hunt, qui est un véritable classique, d'ailleurs, je vous recommande. Le but du jeu, où il consistait à chasser le canard avec justement ce pistolet NES Zapper, mais la véritable star, c'était pas Duck Hunt avec ses cartouches, c'était bien sûr Mario. Et Mario est devenu très rapidement, en 85 et en 87 en Europe, la nouvelle norme en fait. Ça a posé de nouvelles bases, de nouvelles fondations. Lorsque Mario est sorti, ça a dit à tout le monde, on fait comme ça, et tout le monde a fait OK. OK. Voilà, donc merci Nintendo d'avoir sauvé le jeu vidéo, parce que voilà, sans ça, je sais pas ce qu'on ferait. Mais je vous en prie. En tout cas, je ne serais pas ici à faire cette vidéo en tout cas. Voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un commentaire, un pouce bleu si ça vous a plu. J'ai un petit peu peur que ce format vidéo plaise ou non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais bien en refaire d'autres, parce que ça me plaît beaucoup de sortir un petit peu des sentiers et de faire autre chose que ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à dire si ça vous a plu et ce que je dois changer. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde. Peut-être me faire une petite partie de Mario Bros. Maintenant, faut que je range tout le bordel.